Bonjour Elsa, bonjour Patrick. Bravo Patrick. Et il avait aussi dans son bureau la petite cuillère qu'il avait ramassée Oui. d'Auschwitz, à côté du Et la rabbin. pièce dont je lis, Voilà, c'est les briques rouges du ghetto de Varsovie. exactement. Et c'est ce voyage-là où on lui a remis cette cuillère. Voilà, il voulait absolument avoir Euh, ces deux éléments, la vie, l'étude et en même temps cette cuillère. Ouais. mais ouais. En tout cas, je suis content qu'on ait fait cette chronique ici parce qu'on ne sait pas assez le lien qu'avait Robert Badinter avec le Fonds social, avec la communauté. Et je suis très heureux qu'on soit aussi en studio Ouais. pour l'évoquer. Et on peut dévoiler un secret, Patrick Klugman et moi, sur Robert Badinter supplémentaire. Je profite, mais en fait, il rêvait de faire rentrer quelqu'un d'autre au Panthéon qui habitait dans son immeuble, qui était Léon Blum. Il s'est battu pour avoir la plaque sur son immeuble Avec la de Léon copropriété. Blum et il restait un interlocuteur incroyable pour se battre pour que Léon Blum puisse rentrer au Panthéon. Il était, oui, c'est vrai, il était absolument passionné, fasciné par la vie de Léon Blum. Parce que, il est venu à Léon Blum, non pas forcément par le socialisme, heu et tout ça. Par Il est la venu à Léon liberté, Blum l'affaire Dreyfus. Ouais. par l'affaire Dreyfus. Ouais. Parce que encore une fois, l'obsession éternelle de Badinter, c'est comment ça bascule, comment le pays émancipateur des Juifs, Richard le sait, un de ses premiers livres, c'est Libre et égaux, il a dédié un livre à l'émancipation des Juifs. La France fête son bicentenaire en 89. Badinter fait un livre sur l'émancipation des Juifs et il était fasciné par comment ce pays-là pouvait en même temps avoir commis l'affaire Dreyfus. Il en connaissait tous les détails. Et la chose, pardon de parler de ça, mais il était obsédé par un aspect précis de l'occupation, les commissions de dénaturalisation. Et c'est-à-dire la machine que Vichy avait inventée pour enlever la nationalité française à des juifs qui l'avaient acquise, qui était en fait une machine administrative à envoyer à la mort. Et ce qui le fascinait encore plus, ça ne se sait pas beaucoup, c'est qu'un des présidents de ces commissions, c'était Mornay. Et Mornay, c'est le procureur au procès de l'épuration contre Pétain et Laval. Et ça l'obsédait, ça le fascinait. Enfin, voilà, c'est un homme qui avait ses focales, mais je crois que de toutes, y compris le combat contre la peine de mort, c'est l'antisémitisme qui est la matrice de cette vie. Et si je peux compléter, Elsa, pardon de perturber le journal, mais et Patrick Klugman, qui est un grand avocat, le sait que Robert Badinter n'était pas destiné à être avocat. Mais il va, quand il a 17 ans avec sa mère, essayer de faire les papiers pour la déportation de son père. Et il arrive à l'administration, à la préfecture de police, et il découvre les motifs de déportation qui peuvent être déclarés pour un enfant et une femme, pour un parent disparu. Et il voit résistant, donc on a le symbole aujourd'hui avec l'affaire Manouchian. Et là, il découvre, et ça lui met une rage folle, déporté racial. Le mot racial, et quand Robert Badinter nous expliquait ça, hein, je pense qu'il a eu la même chose, Patrick, que moi, quand il a ça à 17 ans, il dit, mais comment un papier administratif d'une république qui sort de la guerre de Vichy peut mettre ça sur ses papiers? Et ça l'a mis dans une rage camusienne, c'est-à-dire qu'il en a fait quelque chose pour faire son combat, et c'est comme ça qu'il est rentré dans le droit, un peu comme notre Patrick Klugman dans ses combats lointains de l'UEJF. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il devient agrégé assez tard. Il prête serment, je crois, en 1950. Il devient agrégé une quinzaine ou vingtaine d'années plus tard. Et vis-à-vis de sa mère, tant qu'il n'était pas agrégé de droit, c'était, alors qu'il avait déjà la plus belle carrière de Paris, il a défendu toutes les plus grandes personnalités, Charlie Chaplin, il était l'avocat de l'Express, il était avocat vraiment de tout le monde. Tant qu'il n'était pas agrégé, professeur, il avait le sentiment d'une carrière vraiment qui ne valait pas la peine d'être racontée ou établie. Et ce qui est très intéressant, c'est pour ça que j'ai eu cette idée du tikkun olam, c'est que c'est un homme, en fait, il aurait pu se contenter de cette réussite qui était déjà absolument incroyable. Et il y a cette bascule avec le procès Buffet-Bontemps en 72. Il y a cette bascule où il y a être pour soi et après être pour les autres. Et ça sera l'abolition de la peine de mort, puis en tant qu'avocat, puis en tant que législateur, enfin en tant que ministre, puis le combat pour l'abolition universelle. Et toutes ces choses-là ne le quitteront plus. Et la deuxième partie de sa vie, c'est vraiment un homme profondément ancré dans son histoire et profondément tourné vers l'universel. On a peu de destins qui sont aussi articulés sur cette idée-là. Et Autant. universel dans ses dons, notamment au Fonds social, incroyablement généreux également. Alors ça, c'est un vrai scoop. Voilà. Je suis heureux de l'avoir.
Merci Voilà. beaucoup. Merci à tous les deux. C'est très important pour nous de pouvoir avoir ces paroles, toujours après 10 jours, ces paroles humaines sur Robert Badinter. On avait hier Aurélien Veil aussi qui lui rendait hommage et on continuera à le faire dans les semaines, les mois, les années à venir.